je disais bonjour à tous, mais ça je l'ai déjà dit, normalement ça va. Je vais mettre mes commentaires aussi là, ça m'évitera de regarder toujours mon ordi. Boum, boum, voilà. Et bienvenue à cette nouvelle session donc de la FUB, comme je le disais tout à l'heure, qui d'habitude, on le disait à l'instant, est une association d'utilisateurs de PHP, mais pas que. Pour une fois, on a changé un peu, on est aussi une association des gens qui travaillent sur le web et les web apps. Mon ordi va se mettre avec toutes les 10 minutes, gérer le réveil. Déjà merci à tous les gens qui ont retenu cette présentation, parce que c'est vrai que pour une fois on ne parle pas de PHP, et pour celles et ceux qui ont vu mes dernières présentations, il y avait je crois 377% de PHP à peu près dedans. Trop. On va juste simplement parler du web, et disclaimer pour les âmes sensibles, il y a un peu de JavaScript dedans, mais ça ne tue pas. Et sinon, pour info, je suis William Pinault, je suis PM dans une société qui s'appelle Neosoft. Je développe depuis à peu près 12 ans maintenant, essentiellement sur du PHP, et comme je suis une buse en JS, ça m'a titillé de voir un peu ce qui se passait dans ce monde-là. Je précise juste qu'en dehors de ce slide, tout est en anglais dans les slides, mais en français, parce que je vais réutiliser ça pour d'autres choses après. Donc on va se pencher aujourd'hui sur les Progressive Web Apps, un nouveau paradigme en fait pour répondre aussi de conception en général des applications web. Et d'abord on va parler un peu des dinosaures. D'abord d'HTTP, ça va, je pense que c'est un mot que vous avez déjà entendu, le concept d'hypermédia et le protocole de transport de documents. Ce truc qui en particulier est le carburant de ce qu'on appelle le web, une partie des internets, qui est vague comme ça, qui a été inventé par Sir Timothy Berners-Lee, Tim pour les intimes. Donc c'est un chercheur anglais, pas américain, hein, il est anglais d'Angleterre, qui travaillait au CERN, donc européen, et qui a publié en mai 1996 la première version d'HTTP. Donc voilà, c'était en gros, pour celles et ceux qui ne savent pas, à l'époque, avant HTTP, il fallait utiliser principalement Telnet pour accéder à des ressources distantes, qui est autrement plus chiant. La version 1.1 était publiée l'année d'après, parce que c'était universitaire à la base. La version 2.0 en mars 2012, basée sur les travaux de Google, avec son protocole SPDY, Speedway, parce que c'est toujours ceux qui en ont le plus besoin qui trouvent ça va passer vite. Et Google donc avait eu l'idée de proposer un protocole qui soit un peu plus poussif et un peu plus proactif dans la gestion des ressources. Ça a servi, le W3C s'en est remparé, c'est redevenu qu'un standard. Et pour info, c'est bizarre, ils ont retravaillé HTTP 1.1 en 2017 pour ajouter quelques petites corrections qui étaient pas même dedans. Donc HTTP, c'est un des éléments clés qui a permis à notre civilisation, parce que c'est un grand mot mais ça marche, de faire un gros bond technologique. Et alors, si vous vous souvenez des prérequis du Proof of Concept de Tim Berners-Lee, c'était très simple, c'était on fait une requête avec juste de l'ASCII, on la termine par un CRLF, un Carriage Return Feed derrière, on a une réponse qui doit être en SQL aussi, et la réponse derrière a fini par un retour à la ligne, d'accord? Et la réponse doit être au format hypertexte, donc HTML. Et la connexion est terminée une fois que c'est fini. Voilà ce qu'il devait faire. Ensuite, il y a eu un paradigme aussi qui s'est intégré un peu plus tardivement. En 1996, l'innovation, elle vient, ça va faire rire aujourd'hui, elle vient d'Internet Explorer, qui introduit pour la première fois deux balises, Object et iframe. Je vais rire mon ordi. Ne t'endors pas, la belle au bois dormant. Et donc en 1996, ça tombe bien, il y a quelqu'un qui arrive. Bonsoir. Il y a encore de la place. Donc IE introduit des balises qui s'appellent Object et iframe, qui sont donc, du coup je vais passer peut-être avec l'ordi, c'est très glissant, qui s'appelle Object et iframe et qui charge des objets de manière asynchrone. Donc l'idée c'est de dire en fait on fait du rendering sur une page et on suit le scroll, on suit les événements pendant, bien on peut charger deux éléments différents en même temps. En 1996, IE5 il intègre son premier composant qui s'appelle XHTTP, qui vient de la bibliothèque MSXML. On t'attendait. Viens. Ça fait 1 heure qu'on est là. Membre du bureau. Donc un MSXML en fait, qui est notamment connu pour sa bibliothèque de composants ActiveX, ça va vous rappeler des choses ceux qui ont connu ça, qui étaient donc les premières sources de sécurité de failles monstrueuses qui en gros ont principalement concouru à ce qu'on crée l'OWASP notamment parce que c'est grâce à ça. Google rend l'idée cross-standard en 2004 pour Gmail, et le terme AJAX est utilisé pour la première fois en 2005 dans un article qui parle de l'avenir du web, et en 2006, XML HTTP Request devient standard. Oui, l'AJAX ça date de 2006, c'est pas si vieux, c'est pas si récent que ça. Et l'idée donc c'est d'avoir des éléments partiels et de charger des pages avec des événements, on va dire, asynchrones, quoi. Donc est-ce que vous savez par exemple de quand date le premier navigateur mobile? Au pif. Une année. Il n'y a rien à gagner. Hein. Enfin, on pourrait faire gagner. Voilà. Le premier navigateur mobile. 2009. 2009, à ma droite. Une enchère. Bien avant. Bien avant. T'as bon. 2001.
encore avant ça. 99. Le premier navigateur mobile, en fait, ça vient des assistants personnels, les PDA, ça vient du premier qui a été fait par Apple, ça s'appelait Apple Newton, donc personne ne s'en souvient, tu t'en souviens, qui date de 94. En 92, IBM avait lancé Simon, un premier smartphone, en fait, qui faisait autre chose que du simple GSM, en disant, ces trucs-là, ça peut servir à faire autre chose que du GSM. En 97, le premier navigateur mobile public est lancé. En 99, Microsoft rachète Hitchhiker, qu'on considère comme étant le premier navigateur à rendu, qui donc maîtrisait le HTML et les premières normes CMA. Donc en gros, qui pouvait interpréter le JavaScript. C'est plus facile à l'époque qu'aujourd'hui, mais ça se faisait. Et puis après, il y a des vieux noms enterrés, je vais vous faire mal. iMod, WAP, Mobile Explorer, BlackBerry, Palm, ça vous dit quelque chose tout ça? Les premiers qui passent le test IC2, ça aussi, les vieux de la vieille connaissent, c'est pour celui qui a la plus grosse. C'est un test navigateur, en fait, il y avait plein de navigateurs différents à l'époque. Et l'idée c'était de dire, ah, ça fait n'importe quoi, et puis en fait on devait charger une espèce de smiley, et tout était chargé par des trucs CSS et JS complètement tordus et bizarres, et si le navigateur n'y avait pas, c'était la bouse. Et donc, Apple lance en 2007 le premier smartphone, au sens propre, smartphone, vraiment, qui a vraiment une longueur d'avance sur tout le monde. Les gens s'y trompent pas, ça fait 1,4 million de ventes en 2007, 12 millions en 2018, je vous fais un graphique pour montrer l'exponentialité. Puis aujourd'hui, aujourd'hui ils en vendent toujours, après le marketing a pris le relais sur l'innovation, mais on ne sait pas ce qu'ils en font. Depuis 2014, l'expérience utilisateur mobile, elle a changé elle aussi. Le temps passé sur un device mobile a dépassé le temps desktop. C'est-à-dire que les gens, peu importe où ils sont dans le monde, passent plus de temps toute la journée sur mobile que sur desktop. Donc le mobile, ça vous le savez depuis longtemps, et le smartphone encore plus, les tablettes sont en train d'être oubliées, a vraiment pris le pas par-dessus. Donc grosso modo, si je vous dis aujourd'hui, là maintenant tout de suite, d'aller sur Facebook, d'aller sur Maps, d'aller sur YouTube, vous allez prendre l'appli native, vous n'allez pas charger le web en cherchant le navigateur pour laisser ça dedans, quoi. Parce que vous allez voir, c'est hyper lent et mal foutu. Vous allez lancer l'application native. Et tout ça sans compter les paradigmes mobile only, comme Snapchat, qui n'a pas de pendant web, par exemple. Du coup, début 2008, le premier SDK, donc Software Development Kit pour iOS sort, et commence un truc dont Alex m'a parlé en premier il y a très longtemps, Cordova, qui a été déjà à l'époque un des pionniers. Ça date de 2008, Cordova, c'est pour vous dire. Et donc on rentre dans une nouvelle ère où on a grosso modo 3 paradigmes pour développer des applications. On a les apps natives, c'est-à-dire celles qui utilisent le langage qui est implémenté par l'OS directement, pour avoir le max de perf. Pour ceux qui connaissent, c'est Android Studio, c'est Xcode, etc. Ensuite, on a les apps hybrides, donc c'est-à-dire qu'en fait, on va utiliser un langage qu'on connaît bien pour développer des applications sur un smartphone, où on n'a pas envie de faire tout le langage natif, donc c'est Cordova, Ionic, Electron, etc. On a les apps natives compilées aussi, celles dont le code est transpilé pour être dans le langage natif. Ça change de langage grosso modo, c'est-à-dire qu'encore une fois, on prend le parti d'avoir des développeurs partout dans le monde, qui travaillent et qui bossent sur autre chose que le langage natif. Donc Flutter, React Native, vous avez Xamarin, voilà, vous avez beaucoup de choses comme ça. Accelerator aussi qui était connu pendant longtemps. Et du coup, pendant tout ce temps-là, les gens se sont battus sur l'avenir des applications, en disant j'ai raison, je suis un fou, on a vu des grands gourous nous expliquer tout de suite ce qui était le web, en disant attends, l'avenir c'est les apps natives, je suis trop fort, tu vois, donc il y avait un peu de tout. Et puis on a vu des gens qui disaient attends, non, le responsive web c'est l'avenir, l'autre dit non, les apps hybrides c'est bien quand même, voilà. Du coup on est face à un paradoxe, parce qu'on a cherché qui avait raison et qui avait tort, et le truc c'est qu'aujourd'hui, les gens passent la majorité du temps, de leur temps de vie, sur les apps natives. Quand je dis mobile apps ici, c'est les apps natives, d'accord? Ça, c'est le web mobile, le petit bout de camembert en haut. C'est-à-dire en gros, si c'est une pizza, il ne vous reste pas grand-chose à bouffer, quoi. Ça fait du 87% contre 13% pour 2017 et 2018 à peu près. C'est-à-dire en gros, les gens restent tout le temps sur les applications natives. Donc à vue nez, elles ont gagné. Qu'est-ce qu'ils disent pour ça les utilisateurs? Ils disent c'est plus pratique, clairement. C'est-à-dire qu'en gros, l'expérience utilisateur est mieux foutue. C'est plus rapide. J'ai fait une présentation aussi, que je peux faire ici un jour si vous voulez, sur les principes RIL, qui est notamment énoncés par Google, sur la rapidité des interfaces, la perception, l'ergonomie. Les préférences sont jamais perdues. Les gens disent c'est bien parce que c'est mémorisé d'une session à l'autre, on n'a pas besoin de fermer le navigateur et d'ouvrir ou de perdre tout. Et puis en plus, il y a des gens qui font des bénéfices in-app, c'est-à-dire qu'en gros, vous avez des gens qui veulent du ROI, donc ils ont dit on a développé une application native, ça a coûté bonbon, comment on fait pour que les gens l'utilisent et dire on n'est pas viré à la fin du mois? Tu mets 10% de promo quand tu utilises l'app native, tu vas voir, ils vont passer par l'app native. Hein. Ça existe aussi. Donc selon ces stats, et selon ce que les gens en pensent, on devrait abandonner le web et se concentrer sur les apps natives. Ça veut dire drop le HTML, drop le PHP, le Python, faire du Swift, du Java, du C#.
Ça veut dire grosso modo on arrête de travailler comme ça. D'abord, on rajoute même, on va empiler des statistiques histoire de dire il y a 51% du trafic, je l'ai dit tout à l'heure, qui vient depuis 2007 des sources mobiles, et il y a 2 fois plus de temps qui est passé par l'ensemble des gens sur le mobile que sur le reste. C'est-à-dire que les gens passent vraiment, de manière générale, 2 fois plus de temps. Et depuis fin 2017, les ventes e-commerce ont tout explosé et les apps natives font plus que tout le reste, de tout, partout, partout. Le site web, les consos en mobile, les consos in-store, etc. Tout ce qui est dessus, c'est plus efficace. Et donc, si on en met encore un peu plus, pour le e-commerce, on prend une métrique que vous connaissez bien, sûrement j'imagine, le panier abandonné. C'est les autres qui ne savent pas, donc le panier, les gens ils arrivent, on compte les paniers abandonnés, la conversion de panier sur l'e-commerce. J'ai une présentation très conséquente aussi sur l'e-commerce, mais c'est pas le soir, c'est trop long. Vous allez saigner du nez avant la fin. En gros, si vous voulez, depuis les apps natives, on a 20% de paniers perdus. C'est peu, c'est énormément peu. Sur desktop, on a 68% à peu près dans le monde, et c'est des stats de Google, hein, et sur les sites mobiles, on a 87%. Donc clairement, les gens, ils lancent pas un truc dans un navigateur mobile pour aller chercher des choses. D'autant que les utilisateurs, je disais, ils passent carrément même 3 à 4 fois plus de temps dans une application native quand ils ont le choix. C'est-à-dire si vous existez sur le web, Twitter par exemple, on en parlera tout à l'heure, en tant que version native, en tant que version même progressive, on va en parler, web, etc., les gens ils vont toujours prendre l'application native. Seulement, voilà, j'ai employé le mot paradoxe. Il y a une raison, et la raison, c'est que le marché a été dévoré par sa nature, c'est-à-dire le marché des applications. Les gens vont vers la simplicité, et ils vont vers les versions majeures qui se sont rendues incontournables, parce que c'est dur de se rendre concurrentiel quand on est à côté des GAFAM et des BATX, c'est un peu dur. Les stores, les App Store, Android Store, le Play Store sont à l'abandon, et le modèle payant, c'est devenu un modèle gratuit qui est sponsor par la pub. Tout le monde veut copier en vendant de la data. Pour vous donner une idée, sur les 300 plus grosses sociétés marketing dans le monde, il y en a 43% qui vendent de la data. Donc ça vous donne une idée par le biais des DMP, des Data Management Platform, etc. quoi. Donc en gros, les utilisateurs se contentent des applications principales, les leurs, hein, c'est pas les mêmes pour tout le monde. Hein. Ils se contentent des 3 applications principales et le reste, ils y passent quasiment aucun temps. Si vous n'êtes pas dans ces 3 applications aujourd'hui, si vous n'êtes pas Instagram, Snapchat, TikTok, Facebook, vous êtes mort. Quand je dis que vous êtes mort, je dis vous êtes mort à quel point? Il y a des stats qui montrent que d'après des études récentes, les gens installent en moyenne par mois 0 application. Regardez-vous, pensez à vos comportements, vous allez voir, c'est souvent le cas. Ça veut dire quoi? En fait, il y a le setup du smartphone, on l'achète, on installe les applications, on remet tout comme c'était avant, et on se barre. Et en plus, maintenant, c'est synchronisé avec les comptes Android Cloud et Apple Cloud. Vous prenez un iPhone 9, vous passez à l'iPhone 10, vous faites juste récupérer le compte, il dit bah, j'en ai pour 2 minutes, et c'est fini. Un petit peu de wifi, c'est parti. Donc en gros, on s'en sert plus jamais des apps. Et malgré ça, il y a un paradoxe, je continue sur le mot paradoxe, t'endors pas toi, c'est qu'en fait, en moyenne, les visiteurs mobiles visitent 100 nouveaux sites par mois. Vous savez, le camembert de tout à l'heure est 13% minuscule. Ça vous donne une idée du temps qui passe ailleurs, comme voilà. Et pourquoi? Parce qu'en fait, ça vous donne un exemple de la puissance du web, de l'intérêt, de ce qu'on disait tout à l'heure du protocole HTTP, de tous les trucs simples, l'URL, le fonctionnement du web. Et voilà, donc c'est un paradoxe. Et pourquoi? Et qu'est-ce qui pousse les gens à générer ces statistiques? Les applications natives, elles sont beaucoup plus, on va dire, en capacité de faire les choses. D'abord, elles ont le jeu des permissions natives de l'OS, qui ne sont pas ailleurs. Les capteurs, la photo, l'accès aux données, l'accès aux capteurs, etc. Elles ont tout ça, les notifications au système, le micro, la caméra, le positionnement, les capteurs température, le GPS, le geofencing, j'en parlais tout à l'heure, enfin voilà. Mais, si vous avez déjà essayé d'en faire, elles ont une maintenance qui est cauchemardesque. Si vous essayez de maintenir, on va dire que le Windows Phone est tout doucement en train de mourir à coups de pelle sous le cimetière, mais il reste encore iOS et Android. Si vous essayez de maintenir ça pour 80% du marché, ça vous fait toujours à peu près les 5 dernières versions majeures des OS et c'est vraiment un cauchemar. Alors que le web, il est ouvert, il est connu des utilisateurs, il est sécurisant, il est respectueux, il a un système de permission un peu plus facile, un peu moins intrusif, qui est mieux accepté par les gens. Et on rappelle avec ça que qui dit mobile dit réseau, et que le réseau, c'est un problème permanent qui n'est toujours pas résolu à cette date. Je fais un aparté physique, l'année prochaine, normalement, on devrait avoir les premiers déploiements en France de 5G, qui sont en études en Chine, en Corée du Nord, aux USA, qui promet des débits de dingue à... des débits, pas des débits, à un déplacement de fou sur les appareils mobiles. Et donc oui, c'est à une vitesse vraiment hallucinante, et puis aussi avec une meilleure capacité de capter.
Par exemple, les gens qui trouvent que les avions, les trains captent mal le mobile dedans et tout, c'est pas juste parce qu'il n'y a pas d'antenne à proximité, c'est qu'en fait on utilise la triangulation terrestre pour vous positionner et que quand vous bougez vite, en fait on vous perd sur le signal. Donc ça va utiliser des ondes millimétriques pour les fans de physique, ça va utiliser du beamforming, gros mot, qui est vachement intelligent, qui dit tiens, j'ai un tableau, j'ai une idée, c'est marrant. Le beamforming, je peux faire une heure là-dessus, mais c'est rigolo. Aujourd'hui, si vous avez un mobile, en fait vous émettez comme ça, de manière concentrique. En fait, on est capable aujourd'hui de faire des rayons d'émission comme ça, pour éviter que les ondes qui vont là-dessus rebondissent et reviennent dessus. Voilà. Grosso modo, on sait émettre de manière focalisée. Avec la 5G, ça va éviter une bonne saturation du réseau. Les réseaux vont devenir quasiment insaturables, on aura toujours quelqu'un connecté. On divise par 10 la bande passante, 1 milliseconde de ping, et 15 fois plus, 5 gigabits par seconde de connexion 5G. Et pourtant, ça va pas changer les soucis de proximité, c'est-à-dire que même en ville, ça passe pas toujours bien, les barres, le réseau. On se rabat sur du Wi-Fi. La mobilité aujourd'hui, si vous avez des trucs un peu lourds à faire, ça consiste à se déplacer de Wi-Fi en Wi-Fi. C'est le second oxygène, hein. Les gens ils disent il n'y a pas à manger, il n'y a pas à boire, mais là du Wi-Fi ça va. On vivra. Sauf que c'est dévastateur comme expérience utilisateur parce que ça ne tient plus la route. Et puis l'utilisateur pourtant il fait rien de nouveau, hein. Je veux dire, aujourd'hui l'utilisation moyenne c'est regarder les mêmes selfies chatons, les mêmes lolcats sur le net pendant 10 minutes, hein. Enfin je veux dire, voilà, on se creuse la tête vraiment pour ça, je veux dire on est tous là techniquement à se creuser la tête pour ça. Et puis je fais une dernière parenthèse technique et après je vais arrêter de vous faire saigner du nez parce que pour rappel, en fait, nous on prétend situer ici, pour ceux qui ont fait du réseau, dans la couche application, là-haut en TCP/IP, on construit des frameworks Fontaine-Riche, React, Redux, Angular, etc. On utilise des reverse proxies comme Nginx, Varnish, on fait de la répartition de charge avec HAProxy, on revient aux fondamentaux du web avec Laravel et Symfony pour vraiment passer les caches, les éléments HTTP. On fait de l'asynchrone, j'en ai parlé pour PHP 8, Soul, LibUnicorn et Velociraptor, les trucs comme ça, on fait des trucs vraiment bien, Node, enfin voilà, on voit des trucs, les premiers JavaScript, S5IO pour Python, enfin voilà, on fait de fou. On fait du message queuing avec SQS, avec Redis, RabbitMQ, etc. Mais on a toujours des soucis là. C'est vous dire si on avance. Nous on se casse la tête pour que ça avance là et de l'autre côté, ça marche pas en dessous. Et le problème c'est que le temps ça fait partir les gens. On perd 20% des gens à partir de 3 secondes de chargement. Et DoubleClick, c'est les stats de Google Developers. DoubleClick, qui est le pendant pub de Google, dit non, on perd 50% des gens à partir de 3 secondes de chargement. On peut tous plaider coupables, hein. Je veux dire, on est tous impatients, on est à l'air du tout de suite pour que ça aille vite. Je ne parlerai pas ici des concepts transhumanistes, etc. On y revoit un coup après si vous voulez. L'accélération exponentielle du monde, le fait qu'on ait moins en moins d'attention, enfin voilà, l'avènement des séries télé, tout ça. Du coup, qu'est-ce qu'on veut? Qu'est-ce qu'on veut tous ensemble? En fait, on veut le meilleur des deux mondes. On veut un Pikachu level 100, qui est la rapidité, la réactivité de l'un, et l'ouverture, la facilité de mise en place de l'autre. Et on a défini 4 points pour un paradigme. Le premier, c'est qu'en fait, il faut montrer les choses plus vite. Attendre, c'est perdre. On est, je vous disais à l'instant, à l'ère de l'immédiateté, partout. Les gens s'attendent à des chargements rapides, à un scrolling fluide, et le web, c'est pas vraiment fait pour ça. Faire attendre, c'est le taux de rebond qui décolle, et trop de load, on perd les gens. Je reviens sur ce que je disais tout à l'heure, pour ceux qui connaissent Rail, c'est le L de Rail. Ensuite, on veut faire que ça soit plus naturel et que l'expérience utilisateur soit mieux foutue. Diviser, c'est égarer. On ne peut pas lancer un navigateur. Je vous le dis, à l'ère où on est aujourd'hui, pour les gens sur mobile, lancer un navigateur, c'est trop long et trop compliqué. On va mettre une boîte pour vous plaindre à la poubelle à la fin, c'est ici. Oui, c'est trop long. Les gens ne veulent plus lancer un navigateur. Et c'est véridique. Et en plus, il faut aller donc, chercher le navigateur, pour faire du web avec un navigateur, mais il ne faut pas aller le chercher. C'est-à-dire qu'on doit l'ouvrir sans aller le chercher. Qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste le home screen, l'écran d'accueil avec toutes les applications de ces trucs-là. C'est le dernier endroit où on est dessus. Donc en fait, il faut que ça soit dessus pour être immédiatement accessible. Si vous regardez aussi l'intégration, des succès d'intégration, récemment, vous avez l'API de payment en JavaScript et l'API de médias pour les mobiles, les composants. C'est celle qui fait que vous avez jamais peut-être vu, si vous avez fait du checkout en ligne en fait, vous avez Google, PayPal, Apple qui s'occupent de ça à votre place, et le checkout est standardisé. C'est pas chacun la sienne de son côté, c'est non voilà, produit, taxe ou total, fini. Voilà. Et grosso modo, ça marche plutôt pas mal, les gens, ça aide à la conversion dont je parlais tout à l'heure. Et l'API média aussi, pour celles et ceux qui utilisent Deezer, Android Play, iTunes, vous avez les Play qui se mettent dans les widgets, qui se mettent sur l'écran verrouillé, qui se mettent ailleurs, et vous avez le smartphone qui continue de faire baladeur pendant longtemps. Donc ça c'est plutôt pas mal. Ensuite, on ne veut pas se déconnecter, parce que échouer c'est se déconnecter. Si on passe une de vie, on est mort.
Et grosso modo, les gens, il y a des études qui montrent que s'il n'y a pas du tout de connexion, ils essaient même pas le web, ils essaient même pas de lancer. Par contre, ils vont lancer l'application native, des fois qu'elle marcherait mieux. Ça vous fait facepalmer, je sais. Tout le monde n'a pas ce niveau de compréhension des choses. Et donc des gens, ils pensent que le réseau ira mieux avec. Ce qui n'est pas con, parce qu'il y a moins d'échanges de données, généralement. Généralement, ça pourrait. Voilà. Donc il faut obtenir une réactivité immédiate, c'est le R, le rail. Il faut oublier le dinosaure. Vous savez, le dinosaure, c'est le dinosaure qui s'affiche quand on appuie le réseau sur le navigateur. Il y a un jeu dessus, on peut sauter avec, mais enfin, ça va 2 minutes. Hein, voilà. Et peut-être que vous avez connu, on parlait des dinosaures tout à l'heure, le RTC, le réseau téléphonique commuté. À l'époque, on avait les modèles qui faisaient des bruits de dingue, des trucs, j'ai l'impression que ça allait exploser. En fait, quand on les connectait, toute la maison était connectée. On savait qu'on était connecté, quelqu'un qui décrochait le téléphone. Ah, la connexion. C'était ça. Après, il y a eu le DSL, on avait encore des modems avec des diodes, on regardait ça, on fait hey, on est en ligne avec les petites diodes qui clignotaient. Aujourd'hui, franchement, tu perds le réseau, t'es en 5G, t'es en 4G, 5 bars, et en fait, tu dis, mais j'ai perdu le net. Et il va mettre 30 secondes à te dire, ah ouais, il n'y a plus de réseau. Bah, débrouille-toi. Voilà. Grosso modo, c'est ça. Donc, également, aussi, il ne faut pas dépendre des mises à jour, parce que l'avantage du web, c'est que les mises à jour se font côté serveur. C'est vous qui gérez l'applicatif temps réel. Vous ne demandez pas aux gens, tu peux mettre à jour mon application, parce qu'on a plein de fonctionnalités cool qu'on veut pousser pour le marketing, et il faut que tu télécharges 200 mégas pour le faire. Ensuite, on veut tenir au courant les gens. Donc pour ça, il y a des trucs vachement sympas que vous connaissez. Le push content et les notifications qui vont ensemble. Et les notifications, même temps réel maintenant, deviennent vraiment légion. Elles sont basées sur de l'IA, sur de la détection, sur des algorithmes et du big data. Vous avez dû voir ça, je pense, si vous avez Google Maps, trafic fluide dans votre région. Waze a détecté qu'il va y avoir des bouchons sur votre trafic de retour. Facebook vous dit vous avez 2 amis à proximité. Les trucs de drague qui vous disent hey, tu veux pécho, il y a 2 personnes dans le secteur. Quelle chose tout ça. Ça se fait notamment par ce qu'on appelle du géofencing en fait. Mais on en parlera tout à l'heure. Alors comment est-ce qu'on a réglé le souci? Pas de panique, maman est là. Comment est-ce qu'on a réglé le souci? D'abord, on va jamais laisser tomber l'utilisateur. Donc on va toujours lui montrer quelque chose. Ensuite, on va mettre quelque chose à la racine de la machine, sur les écrans d'accueil, le menu démarrer Windows, vous savez le menu démarrer riche de Windows 10, les toolbars KDE ou GNOME pour Linux, et le mélange entre le panel de droite et la barre pour Mac OS X par exemple. Ensuite, ça donne le principe suivant, grosso modo, pour un truc qui est connu des chasseurs de bestioles moches, qu'on appelle le Pokédex. En fait, vous avez une demande d'ajout, vous avez un icône qui se met ici. Ensuite, je cherche le icône, attendez, non, ça suffit. Ensuite, vous avez un loader ici, et vous avez une mise en cache qui est immédiatement chargée ici. Ça, c'est juste le temps de lancement de l'application. Si c'est le temps que votre OS dise, ouais, je vais lancer le navigateur, les composants, tu peux y aller. Et ça, ici, ça peut être du cache. Pas besoin d'aller directement là-dessus, d'accord? Donc un update immédiat. Ensuite, on va utiliser les notifications push, comme les notifications natives. Donc tous les OS supportent ça, je vous disais tout à l'heure, les notification center, les lock screen, les bubbles, etc. Donc il y a un effort à faire du côté des OS aussi, mais voilà. Et donc l'idée générale, c'est de dire on commence à partir du web et on ajoute l'expérience de l'application par-dessus. Et non pas on dit aux gens, vas-y télécharge l'appli, on verra après ce qu'on fait avec. Pas l'inverse. Donc on apparaît dans le gestionnaire des tâches, même si c'est toujours le navigateur, c'est un sous-composant du navigateur, histoire que les gens puissent le voir et le gérer. On garde un minimum de configuration, on doit pouvoir masquer le Chrome des navigateurs. Alors, les gens payent ce mot 2 ou 3 fois dans la soirée, je rappelle les gens. Le Chrome, c'est le nom de l'interface des boutons que vous avez généralement en haut dans le navigateur, là, ici, c'est ça. C'est les trucs, la barre de défilement, les trucs, etc., les boutons précédents, suivants, etc. Tout ça, ça s'appelle le Chrome, avant que Google bâtisse son navigateur comme ça. On veut pouvoir changer la couleur du thème, on veut pouvoir accéder aux notifications, pouvoir avoir un launcher, choisir le nom court, etc. On veut pouvoir utiliser HTTP2. J'ai une présentation sur HTTP2 aussi. Vous allez voir, c'est un mémo sur toute la soirée. C'est pour remettre notamment le content push et l'asynchrone de charger des ressources de manière optimisée, donc vous pensez votre frontal. Et grosso modo, ça marche. Quand je dis que ça marche, Twitter Lite a été un des premiers à lancer en une semaine. Ils avaient déjà 1 million de lancements depuis les écrans d'accueil. Et ils ont ajouté des notifications qui sont exactement les mêmes que celles de l'application native. Et il faut comprendre que pour Twitter, surtout avec les problèmes politiques ces temps-ci, être dans les endroits du monde où il n'y a pas de bande passante, c'est primordial. C'est-à-dire qu'en gros, les gens qui sont à l'autre bout du monde et qui n'ont que dalle de bande passante, pour Twitter, c'est un gros marché. Donc le volume est important. À titre d'info, Twitter pour Android, c'est 28 mégas. Twitter pour iOS, c'est 218 mégas. Ne me demandez pas pourquoi. La progressive web app Twitter Lite, c'est 600 kg. Bilan, après 1 ou 2 mois d'utilisation à peine, Twitter avait plus de visites, tout confondu, sur son application Twitter Lite progressive, que sur l'ensemble de tout son écosystème, y compris des apps tierces. C'est-à-dire le Twitter
www.progressivewebapps.com, la version que vous avez en ligne, l'application native, etc. Donc ça a plutôt bien marché. Et c'est comme ça qu'on a rencontré les Progressive Web Apps. Oui, non, c'est pas la même chose. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, on va charger de manière progressive sur le navigateur. Je vous interdis de rire de ce montage ridicule. On va construire progressivement l'application. Bon, comment ça marche? Parce que je vous sens avide et fatigué de mon blabla marketing. Comment ça marche? On a besoin de 4 éléments majeurs à connaître. D'abord, on a besoin, pour comprendre ce que j'ai dit tout à l'heure, la logique de construction de l'application, des fichiers manifestes et du add to home screen. En gros, c'est-à-dire être détecté et être installé. On a besoin de l'API push pour garder le contact. On a besoin de l'API notifications pour engendrer le maximum d'infos et dire aux gens on n'est pas mort, il y a des choses qui se passent. Et on a besoin d'un gros mot, qui s'appelle les service workers, pour gérer la disponibilité de l'application, notamment. D'abord, il faut que l'application soit détectable partout, par le navigateur qui se charge des interactions avec l'OS. Il faut bien comprendre, c'est une critique entre vous, côté serveur, le navigateur, avec d'un côté le rendu, de l'autre côté les service workers, et le système d'exploitation. Car si le système d'exploitation ne vous conçoit pas des bulles de notification, ou des barres des tâches avec des apps dedans, ou des endroits pour lancer facilement les apps, les Progressive Web Apps, ça n'a pas d'intérêt. Donc en gros, voilà. Pour les faire détecter, une balise standard, comme pour les apps natives, vous savez, vous avez déjà vu ça, si vous savez du web, si vous avez une app native, c'est rare, mais voilà. Vous avez une balise méta à mettre qui est standard, pour laquelle vous dites « Hey, j'ai une application sur le store, viens la télécharger ». Une pour Android, une pour Apple Pay. Okay. Grosso modo, c'est tout rond, c'est ça. Voilà. On fait ça, et avec ça, déjà, on a de quoi méta-décrire notre application. C'est standard depuis 2018, ce Rel Egal Manifest. Et en plus, on peut rajouter qu'on peut devoir se connecter de manière sécurisée si on veut dessus. Et donc le manifeste, c'est un fichier, donc c'est manifest.json. Hein. Tiens, ton truc, il est légèrement sur la gauche, ça, bon, Voldan. Il est sur le manifest.json, donc, qui est un fichier en JSON, très bonne remarque, voilà, qui a des propriétés, donc c'est juste de la description de données. Vous avez le short name, le name qui décrit l'application, des icônes pour le launcher, pour l'écran d'accueil, pour le lancement, etc., pour les trucs, bon, il y en a partout. L'URL sur laquelle vous allez faire démarrer les gens, parce que généralement les gens ils vont être sur votre site, dans un navigateur mobile, et après on va leur dire maintenant tu peux trouver la Progressive Web App, c'est le seul moyen de la détecter, vous ne pouvez pas les chercher dans un store pour l'instant. Donc en fait, c'est pas la peine de les renvoyer sur un truc précis où ils étaient. Il ne faut pas quand ils lancent la Progressive Web App. Oui. Je croyais que les icônes devaient être en SVG. Non, ça s'est modernisé. Alors par contre, les icônes, ça a beaucoup changé en fonction des plateformes. Et ça bouge tous les jours. Donc le format, et je vais y venir dessus, par exemple, les icônes, en gros, tu spoil, elles ne sont pas supportées par macOS pour l'instant. Voilà. Aussi, tu peux préciser, on peut préciser la couleur de fond, on peut préciser le display. Alors display, je le dis justement pour permettre d'être un peu immersif. C'est un mode d'affichage. Grosso modo, on peut mettre full screen ici, ça veut dire quoi? Ça veut dire votre application, c'est un navigateur, mais ça se lance sans avoir le Chrome du navigateur. Il n'y a rien, juste un full screen. Pour les jeux, c'est vachement bien. Vous pouvez lancer avec minimal UI aussi, c'est-à-dire juste sans le Chrome et juste les balises suivantes précédentes rechargées. Et vous pouvez lancer en mode browser aussi, c'est-à-dire natif. Et vous avez une version légèrement abrégée. Le scope, qui est là, ça veut dire quoi? C'est en fait ce que votre machine, votre navigateur va dire. Je considère que ça, c'est l'application progressive. Tout ce qui sort de ça, ça en fait partie. Concrètement, si vous avez un lien hypertexte qui sort de ça, la personne, ça lui fait basculer le truc, ça le met sur le navigateur normal. D'accord? Et vous pouvez choisir les couleurs de contour aussi. J'en rajoute une autre qui n'est pas dessus, je n'ai pas mise, mais vous pouvez mettre Orientation pour forcer les gens à être en landscape portrait par défaut. Ça peut être intéressant. Pour illustrer le résultat, voilà ce que ça donne sous Android Marshmallow et iOS 10. Donc en gros, vous avez juste créé ça, vous l'avez foutu sur la page d'accueil, et vous le lancez, ça vous dit « Ah, bienvenue !» Ça ressemble à du web, ça? Ça ressemble pas à du web, hein. Ok, ça marche où? Bon, on est en mars 2019. Bon, ça spoilait tout à l'heure avec la compatibilité. Hein. Ça marche à peu près partout, mais le seul vraiment qui supporte l'expérimentation complète, c'est Chrome sous Android. D'accord? Le reste, c'est un petit peu compliqué, ça marche sous les autres, mais il faut des polyfills, des choses comme ça pour les faire marcher, c'est pas toujours facile. Sur le desktop, Chrome et Safari sont OK. Le Add to Home Screen, c'est-à-dire en gros comment on incite les gens à venir. Ah, du JavaScript, mon dieu. Bon là j'ai fait un exemple tout con, mais j'ai pris sur le net et j'ai retravaillé vite fait, mais c'est tout con. Ça c'est pas du JavaScript méchant, tout simplement l'idée c'est de dire, vous mettez un bouton quelque part, une action, un button là, qui est là. Et vous dites juste, on va le faire apparaître si le navigateur supporte les Progressive Web Apps, d'accord, sinon c'est pas la peine. On le cache, et puis si jamais la personne comprend cet événement-là, on peut la faire apparaître. Et en plus, c'est un petit détail technique, j'y reviens, on va empêcher Chrome 67 et plus de le faire afficher. Jusque là, ça va. Comme souvent,
comme c'est Google qui est beaucoup en tête de ça, il veut promouvoir le marché. Je ne sais pas si vous avez vu, par exemple, sur Google AMP, depuis qu'on est resté avec Google AMP, il les a foutus en haut du moteur de recherche google.com en disant tu les veux, ils sont là. Ils sont dit niveau référencement, c'est balèze. Hein, quand tu apparais là, tu n'as plus les pages avec les deuxièmes pages de résultats de Google, il n'y a rien. Personne n'a jamais été vérifié, ça se trouve, il n'y a rien derrière, je sais pas. Je n'ai pas été, non, jamais été. Et quand vous avez les résultats AMP avec les grosses images, voilà, Google il va forcer le truc. On va bien passer sur AMP, là, c'est sûr. Et donc du coup, Google fait pareil avec Chrome. Maintenant, il attend plus que les gens détectent le truc. Réveille-toi. Il attend plus que les gens détectent le truc. Il propose immédiatement, en fait, enfin immédiatement, au bout de quelques secondes, de l'installer. Il y a même une API pour suggérer à travers Chrome pour le faire. Voilà. Donc grosso modo, pour que ça marche, il faut que vous ayez un manifeste valide du HTTPS. Ça marche que sur HTTPS évidemment. Un service worker et 30 secondes passées sur le site. Ça a changé. Google a changé ça plusieurs fois. Pendant longtemps, il fallait revenir 2 fois, ça vous donne par résultat. Et la première partie, Touchy. Donc ça, c'est des composants qui ont été rajoutés au navigateur. Ça fait pas longtemps, ça fait moins de 2 ans en moyenne que c'est à peu près, on va dire, sérieusement implémenté. On peut le tester depuis longtemps. Je sais que Alex qui est là, on a parlé depuis très longtemps, ça fait depuis 5 ans au moins qu'il m'en a parlé, quoi. Et leur principale utilité, ça réside de passer, en gros, c'est un intermédiaire d'API pour les push, le notif, le cache, etc. Ce sont des composants qui sont intégrés dans le navigateur et qui sont enregistrés. En gros, pour faire simple, c'est des fichiers JavaScript que vous poussez au navigateur. Mais le navigateur va les garder spécialement, c'est pas pour le rendu, d'accord? C'est pas du JavaScript de rendu. C'est un composant. Si vous avez jamais regardé comment c'est foutu un navigateur, il y a des centaines de composants dedans. Il y en a que vous connaissez, le DOM, le Document Object Model, le CSS Object Model, le Chrome, j'en parlais tout à l'heure, vous avez retenu, le compositeur et le raster qui font partie du rendu de l'animation, en fait, c'est-à-dire la partie graphique, celle qui défonce votre carte graphique, et qui fait qu'il mange beaucoup de RAM aujourd'hui. Le WebGL pour tout ce qui est, on va dire, vectoriel notamment, IndexDB, si vous avez déjà travaillé avec ça aussi, un composant navigateur, le Local Storage, la version allégée de IndexDB, pas tout à fait pareil quoi, Canvas, je sais pas si vous savez ce que c'est aussi, le dessin dans HTML dessus, le Payment, j'en parlais tout à l'heure, les WebSockets, c'est ce qu'utilise mon truc pour faire la présentation avec Bruit maintenant, les Credentials, la sécurité, les composants de sécurité qui sont isolés, SVG, Scalable Vector Graphics, c'est un composant à part, etc. Donc il faut juste vous dire que les service workers, et le gestionnaire de service worker, c'est le nouveau composant navigateur. Et voilà. On peut l'invoquer même quand le navigateur est éteint. C'est pour ça que les navigateurs, il y a du boulot à faire pour eux pour être développés différemment. Et pour bien comprendre que c'est un composant JavaScript séparé, ils n'ont pas accès au DOM. Ils ne voient pas votre page, ils ne voient pas ce que vous avez dans le rendu dessus, pour des raisons de sécurité évidentes. Donc en premier lieu, il faut l'enregistrer. Voilà, on va utiliser cet exemple dans les slides après. Donc il faut vérifier que le navigateur le supporte. L'objet navigateur, il est standard, ce qu'il contient l'est beaucoup moins, mais voilà. On vérifie qu'il supporte tout ça. Donc en fait, il y a un cycle de vie, je ne vais pas le détailler, mais c'est un peu pas très long, mais il y a un cycle de vie pour les service workers, il faut les enregistrer, les activer, etc. Les désactiver, les supprimer à la fin. Et en gros, vous poussez le service worker, qui est affiché JavaScript, ici, et vous lui dites juste, voilà, récupère-le. Donc c'est une promise JavaScript, donc en fait, on peut agir en fonction de ce qu'on veut faire derrière, selon si ça arrive un jour ou l'autre ou pas. Voilà. Jusque-là, tout va bien. Est-ce que ça marche partout? Compliqué. Ça a été adopté par Google très tôt. Ça a été adopté après par Firefox qui a un peu pris le relais, qui s'est un petit peu bougé les fesses plus vite. Et puis Google a dit on va finir notre propre implémentation en 2018. Edge, depuis début 2018. Et Safari depuis mi-2018 à peu près. En tout cas, c'est la date à laquelle ils prétendent à dire ça marche. Bon. Donc globalement, c'est utilisable dès maintenant. Ouais, quelle joie. Cachez cette joie que je ne saurais voir. Ensuite, il y a l'API Push. L'API Push, donc, qui marche très souvent conjointement avec les notifications, elle sert à faire que le serveur, on va dire, votre backend à vous, envoie des choses au mobile par l'intermédiaire du service worker et d'un push service si possible. On peut envoyer grosso modo une notification, y compris quand l'onglet n'est pas ouvert, y compris quand le navigateur n'a même pas le focus, ce qui est déjà bien. Par contre, quand il est fermé, c'est mieux de passer par un push service type Amazon, il y a Apple qui a son Apple Push Notification Service, Pinpoint, Google Cloud Messaging qui devient Firebase Messaging, enfin voilà. Baidu Cloud, parce qu'en Chine, Google est bloqué, donc il y a des trucs exprès pour ça. Et concrètement, le workflow, il est un peu violent, et l'ont expliqué. En gros, il faut enregistrer son service worker, là. Ensuite, il faut que la personne, on dise qu'elle a souscrit aux notifications push. Donc en gros, vous dites, j'accepte de recevoir une notification push. Ce que vous avez compris, c'est un truc qui est fait par l'OS, qui sort du navigateur. Vous avez tous des notifications push, vous savez ce que c'est, les messages sur l'écran verrouillé. Ça, vous n'avez pas envie d'en prendre 500.
D'accord. Vous avez vu, il y a certaines applications qui n'ont pas de limite dessus, en native, comme je sais pas si vous avez vu cette démo de la personne qui avait 150 000 followers Instagram qui dit vas-y, je poste. Elle montre le truc, et le truc en fait, il dit je vais activer le vibreur. Comme ça. Et tu vois 1000 notifications par seconde dessus. Tu fais ah ouais, ça fait beaucoup là quand même. Hein. Je peux utiliser mon smartphone avant que la batterie explose ou voilà. Bon. Donc grosso modo, il y a des limites à faire avec ça. Donc ensuite, vous pouvez enregistrer le désabonnement aussi. Et l'idée après, c'est de passer par un push service qui est là et de dire en fait, on envoie le message, il passe là-dessus, et lui s'occupe de dire, hey, le téléphone il est peut-être pas en ligne, il est peut-être plus de batterie, il est peut-être plus de réseau, mais on s'en tape, on va réessayer, et dès que la personne se reconnaître, ping, une application. Donc, jusque-là, on fait suivre le message, ça marche bien. On fait beaucoup de JavaScript, cet écran est beaucoup trop coloré. Donc on enregistre en service worker, on l'a vu tout à l'heure. Notez que l'échange entre le service worker ici, pour les souscriptions, en fait, on le fait avec une clé de sécurité en plus. Déjà c'est en HTTPS, mais c'est chiffré une deuxième fois pour les échanges. Pourquoi? Parce que le push service, comme je disais tout à l'heure, qui peut être en service intermédiaire, ça serait pas mal qu'il ne lise pas les messages que vous envoyez aux gens. Truc bidule, t'envoies un message, salut ce soir plan cul, tu fais, ah, c'est pas mal mais évite de le lire. Voilà. Et aussi pour éviter les autres, d'utiliser votre canal en fait et d'utiliser votre canal de souscription pour envoyer des messages à votre place. Donc voilà. Donc grosso modo, il y a 2-3 trucs à faire pour Chrome parce qu'il est un petit peu particulier. Et en fait, vous lui dites après, je veux souscrire au push management. Et deuxième partie, voilà, c'est juste une sur le net, mais en fait, normalement dans le monde, les notifications push, c'est le serveur qui les envoie. Donc si on s'intéresse au code client, on va pas avoir grand chose à trouver. C'est le serveur qui dit, je t'envoie une notification. Il le fait avec sa méthode à lui, son API à lui. Quoi. Donc grosso modo, ici, juste on a forcé le navigateur à dire, vas-y, envoie-moi une notif. Quoi, voilà. Et quand elle est reçue, on la reçoit, on stringifie le truc et on regarde ce qu'il y a dedans. Voilà. Donc avec ça, on est prêt à recevoir du push message. Est-ce que ça marche? Ouais, à peu près partout. C'est une des API qui a été les plus vite implémentées, celle-là. Et puis celle-là, surtout, elle demande juste à faire un peu de JavaScript pour les gens qui développent les navigateurs, donc c'est plus facile que les manifestes, tout ça, où il faut vraiment interagir avec l'OS, où c'est plus difficile. Ensuite, une notification pour bien spammer. Mais rappelez qu'on existe, ce que je disais tout à l'heure. Donc le minimum possible de réseau, c'est-à-dire qu'on peut faire beaucoup plus court qu'une notification. Vous avez vu, en termes de contenu, c'est léger. C'est un petit bout de message qui a une taille limitée, très limitée. Éventuellement, on peut faire 2-3 trucs en plus, mais c'est vraiment voilà. Et donc, grosso modo, la notification, ça correspond à la manifestation interne quand vous recevez un content push, si vous voulez. Grosso modo, c'est ça. On n'est pas obligé de le faire, mais vous recevez un message push, vous le transmettez, d'accord? Donc les deux API vont ensemble. Et pour ça, en fait, je donnais d'autres exemples de tout à l'heure de la souscription. Quand on reçoit du content push ici, on dit on va faire quelque chose. Ça, c'est du JavaScript méchant qui dit bon, quand ça arrivera. Et ici, donc, on dit en fait, on va juste créer une notification à la volée pour dire boum, ça fait ça. Qu'est-ce que ça donne? Ça donne ça. C'est pas la vraie notif parce que j'ai eu la flemme de faire un screenshot de ce que j'avais moi-même fait, mais l'idée est là. Je ne voudrais pas. Et puis, ça va être trop plus joli ça là parce que j'avais pas d'iPhone bien intégré sous la main. Donc voilà, vous l'enregistrez dessus, et puis en fait vous gardez le service worker vivant, vous créez le message. Les notifs, pour info, donc on peut mettre un logo, mettre un badge, un mini badge, parce que vous aurez plus ça. On peut écraser les notifs existantes, on peut les récupérer, en fait, les catcher pour les remplacer. Pas mal, ça évite de spammer, d'empiler les trucs. On peut ajouter des actions, parce que vous avez vu, vous avez les notifications, vous avez marqué comme lu, répondre, etc. sur les trucs. Vous pouvez faire ça aussi avec les notifs, donc vous avez accès, comme au web, à tout ça. Ça marche où? Ça marche partout. C'est génial, non? C'est un peu à la traîne sur les navigateurs émergents, mais comme ils sont émergents, ça ne va pas rester longtemps comme ça. Donc, qu'est-ce qu'on attend pour faire ça? Qu'est-ce qu'on attend pour tester le concept et qu'est-ce qu'on aurait comme outil pour aller un peu plus loin? D'abord, 2-3 trucs qu'il faut se rappeler. Les connexions mobiles peuvent être aussi molles qu'en haut de l'Everest. Donc il faut toujours se dire, quand vous consommez une application web aujourd'hui, si vous voulez vraiment qu'elle soit accessible partout, il faut qu'elle soit mobile, et si elle doit être mobile, elle doit marcher quand il n'y a pas de réseau. Pas facile. Donc, vous devez garder ça en tête, notamment la quantité de données que vous transmettez aux utilisateurs. C'est-à-dire que même si on vous dit 600 kg de JS pour Twitter à la place de 28 mégas ou 218, c'est bien. Mais il tient qu'à vous que les 600 kg ne deviennent pas 25 mégas. Parce que, j'ai mis un logo, il est bien, il marche bien sur iOS, il est Retina et tout. Tu dis, ouais, on a fait un PNG de 1,5 méga. On a beaucoup de limités sur la 3G, mais là, on n'a pas allé beaucoup loin. Tu vois. Donc, en gros, quand vous faites du JavaScript, quand vous faites du front-end, il faut penser que tout est important, c'est que la quantité de données que vous transmettez par le réseau a un impact sur l'arrivée des choses chez les gens. Donc le data volume, il faut y penser. Il faut penser parallélisme, vous pouvez faire une requête en cache en même temps que vous allez créer la requête de cache, en même temps que vous enregistrez le service worker, en même temps que vous allez chercher le truc à côté. Donc en fait, vous lancez tout ça et le navigateur fera ce qu'il peut en fonction du temps. Mais généralement, le CPU va aller beaucoup plus vite que le réseau. Donc voilà. Pensez au preloading et au pre-caching des ressources, je ne sais pas si ça vous parle, c'est des concepts un peu plus abstrait, mais c'est en gros, vous dites,
on va en parler tout à l'heure des lazy loading, etc. Vous pensez que le navigateur il peut préparer, quand il n'a rien à faire et qu'il reste de la bande passante, autant qu'il la mange, pour commencer éventuellement aller sur les routes au sens routing, sur lesquelles vous iriez le plus probablement en fait. Et surtout, respectez l'utilisateur qui est au centre, ne laissez pas les marketeurs vous dire juste on a investi sur le principe, maintenant il faut mettre la gomme, hein. C'est d'accord. Les gens qui vous mettent des trucs d'intrusion partout dessus, qui vous disent voilà, il faut enregistrer ça, voulez-vous, êtes-vous au courant qu'on a ça? Oui, non. Je vais utiliser le site et essayer d'aller juste lire une notif, c'est tout. Voilà. Donc c'est parce que ça a été vendu que ça marche forcément bien. Donc n'oubliez pas que tout ça, ça marche que sur HTTPS, évidemment. Il faut être, on va dire, efficace en commençant par le plus important. Quand vous avez des composants, vous allez développer d'abord les composants les plus essentiels. Si vous avez des front-end riches, React, Angular, etc., évidemment, ces trucs-là sont tous au courant que ça existe et ils commencent par des composants très sérieux pour le faire dedans. Enfin, si vous ne maîtrisez pas ces technos, c'est pas la peine de les faire, hein, Vue, tout ça, donc voilà. Vous aurez, quoi qu'il arrive, une bonne réactivité. Et puis, utilisez pour le e-commerce aussi la Payment API aussi. Ça va continuer d'aller jusqu'au bout dans l'implémentation très légère, très fine et intégrée pour pas dire oui mais on va sortir de ça, il faut que les gens aillent chercher les cartes de crédit, ça, voilà. N'abusez pas des notifications, j'en disais tout à l'heure, en fait il y a un centre de notification sur les OS, notamment sur les OS mobiles. Ces centres de notification, je ne sais pas si vous savez, mais une fois que vous avez fait la demande, si les gens disent non, c'est bloqué à vie. Il faut que les gens aillent dans les paramètres, chercher l'application pour dire j'autorise ce truc-là, à nouveau m'envoyer des notifs. Donc c'est pour ça, par exemple, il y a des gens qui disent il y a une bonne technique, on fait un double opt-in. On fait une fausse notification, hey, voulez-vous être au courant de nos news? Tu fais oui, et là tu dis ok, et là tu as le message, le prompt qui te dit voulez-vous ajouter les notifs au sens système. Et ensuite, utilisez Lighthouse qui a perdu ce nom, qui s'appelle juste l'onglet audit dans Chrome aujourd'hui pour faire un petit peu de debugging et d'audit de votre appli. Et n'oubliez pas qu'on en est juste au début. Juste pour aller un petit peu plus loin, parce que je n'ai pas forcément fait une presse très technique, c'est un bout que j'aurais pu utiliser aussi dans les architectures AMP, dans notre vie, une présentation. Un principe qu'a énoncé notamment Adi Osmani de chez Google, mais il n'est pas tout seul, le principe Purple. Donc en gros, ça veut dire, c'est un principe du UX, hein, qui veut dire d'abord, on va faire un push des ressources critiques pour la route initiale. Quand vous faites du web, vous dites juste, le but c'est d'afficher le minimum vital, pour que les gens voient au moins qu'ils sont quelque part, sinon on a un white screen of death. D'accord? On fait le rendu de la route initiale pour autoriser le navigateur à dire, t'as des images, t'as du JS, t'as un peu d'HTML, affiche un truc. Ensuite on fait un pré-caching, un pré-loading des ressources existantes, et ensuite on fait un lazy load des ressources qui manquent. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez un time to interactive, c'est-à-dire en gros le temps que les gens puissent commencer à faire quelque chose avec l'application, qui soit vraiment minimum. Surtout quand vous êtes en dehors du réseau, en itinérance, etc., vous avez besoin que les gens, s'ils vont sur votre site web, ils arrivent très vite à l'essentiel. Il y a un moment où vous avez un très beau logo, un très bon design et tout le monde s'en fiche en fait. Hein. Quand les gens sont juste venus chercher à quelle heure ouvre le magasin parce qu'ils sont pas loin, qu'ils se demandent s'ils veulent y aller, il ne faut pas qu'ils perdent de temps. D'accord? Ça a été défini, ces principes Purple aussi, par l'équipe de Polymer chez Google, qui est une bibliothèque de Web Components. Et donc je vous encourage à regarder, pas que la mienne, les autres, celles les présentations de Google AMP, qui vont beaucoup dans cette direction-là, notamment parce que maintenant les gens commencent à dire mixer les PWA et AMP, ça irait très bien ensemble. J'en ai toujours une sous la main. Et pour regarder, juste comprendre en quoi que ça a l'air, en fait, ce que disait Adi Osmani, c'est qu'en fait, vous fragmentez votre application en disant on a besoin de tout ça. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez une application ici, vous dites on a le cœur applicatif dedans, on a le minimum vital, on a un shell, c'est-à-dire une cartouche dans laquelle on n'a rien. Ensuite, on va commencer à charger des components, en fait, dedans, on les fout dedans. Et on utilise HTTP2 pour dire en plus, il y a des dépendances, par exemple, on va fournir dans l'ordre en disant ok, tu as besoin de la page d'accueil, mais je t'envoie aussi le CSS qui fait juste à ça, je t'envoie ça. Et vous poussez en HTTP2 les ressources critiques en disant si on maîtrise l'ordre dans lequel on les charge, il y a une chance qu'avant qu'on ait exaspéré l'utilisateur, on ait eu l'essentiel. Voilà. C'est une des bases de travail si vous faites du front-end rich, notamment React, Redux aujourd'hui. Et puis il y a des outils. Il y a des outils, notamment parce que je les disais tout à l'heure, iOS et Safari ne sont pas encore 100% compatibles. Surtout avec l'événement automatique, qu'on disait tout à l'heure, before install prompt, en fait, ils ne sont pas encore automatiques pour ça. Donc il y a des polyfills. Il y a un polyfill JS qui s'appelle PWA Compat pour ça. Et puis même les icônes, on en parlait tout à l'heure, donc en fait Apple les connaît pas pour l'instant. Ils utilisent les Link Apple Touch Icon, en fait, les bons vieux icônes qu'ils utilisaient déjà pour ça. Et vous avez d'autres outils qui sont sympas. Pour les bonnes pratiques, ça existe. Je disais tout à l'heure par exemple, ne pas ajouter le prompt au chargement de la page. Les gens vont sur votre site, ne commencez pas, surtout sur mobile, à leur dire « Salut, tu veux installer, vous avez entendu parler de notre seigneur du... » Non, arrête, je veux juste voir le site. Et voilà. Ne demandez pas en premier ce truc-là.
Une bonne pratique, c'est de dire on le charge quand l'utilisateur le demande, on l'informe juste visuellement et on ne met pas tout de suite la notif bloquante. Google donne pas mal de trucs. Par exemple, il vous dit pour la notif, si vous le faites vous-même, mettez un shader, mettez quelque chose qui va mettre en fond le site, que vraiment ça se détache, que les gens comprennent, qu'ils sortent un peu du contexte de l'appli pour qu'ils comprennent la vie. Donc, voilà. Il y a beaucoup de bonnes pratiques dessus là, que Google met à disposition dans sa checklist. Vous avez des outils pour tester les notifs, notamment le push payload démo de Mozilla, qui est vachement bien. Il y a plein d'outils dessus pour faire des démos de code source, pour tester de s'envoyer des notifs, ça rigole. Il y a des audits aussi pour les service workers, enfin, j'en ai parlé tout à l'heure avec Lighthouse. Et vous avez des outils pour les générer. Ça, c'est vraiment le summum de la finasserie, mais ça marche. Vous dites juste, vous donnez l'URL de votre site, il va essayer de vous générer des service workers pour le cache, pour un truc comme ça, parce qu'en fait, c'est à peu près toujours le même code qu'on va écrire pour certains trucs basiques. Après, il y a même un mode avancé où vous dites, je sais ce que je veux, je vais rajouter un petit peu, enfin voilà. Ça marche pas mal, j'ai testé, c'est agréable de 3 trucs. Est-ce que ça veut dire qu'on doit condamner les apps hybrides? C'est un grand intérêt, une grande question. Les apps hybrides et les apps natives, elles peuvent continuer aujourd'hui d'être à 100% offline. Vous coupez le réseau, elle marche encore. Ça dépend pourquoi faire, parce que généralement c'est pour avoir des news de l'extérieur, mais voilà. Vous aurez toujours le max de performance avec les apps hybrides et les apps natives, surtout avec les apps natives, là pour le coup. Il y a la couche d'interprétation web à rajouter par-dessus, c'est-à-dire qu'en gros, en hybride, vous avez un truc qui vous dit ouais, mais je vais générer des composants à partir de ce que tu m'as donné, que j'ai préparé, précompilé, transpilé, etc. pour les mettre dedans. Tu te dis, ça, forcément, ça part du temps. Alors qu'utiliser les composants natifs, ça va mieux. Si on a des compétences limitées, un besoin de maintenance limité, on peut faire aussi de l'app native et progressive, c'est pas un problème. Mais il faut savoir qu'au bout d'un moment, ça va devenir très cher de la maintenir et il faudrait qu'il y ait vraiment un ROI de dingue dessus, quoi. Il y a toujours une longueur d'avance au niveau hardware pour les apps natives. Et parfois aussi, pour ceux qui ont utilisé des générateurs d'apps hybrides, elles ont leur propre logique. C'est-à-dire qu'en gros, elles vous disent j'essaie de faire fonctionner avec un langage qui n'est pas forcément celui de la machine, qui est le mien, avec des composants qui sont ce que moi je considère que les gens veulent faire en général, et c'est pas forcément ceux non plus de la machine. Donc des fois, quand on va dans le sens de l'OS, ça va. Quand on va pas forcément dans le sens de l'OS, ça peut être un peu compliqué. Tout est encore endormi. Et puis il y a un autre truc aussi qui est pas mal, c'est que vous n'aurez pas forcément... Réveille-toi, toi. Vous n'aurez pas forcément non plus besoin d'envoyer, d'injecter vos applications dans les stores. Et ça, si vous avez déjà essayé, je ne sais pas si vous savez, mais les App Store et le Play Store, il faut leur faire valider humainement, moitié robotique, moitié humainement, les applications que vous leur poussez. Donc du coup, si vous êtes plus dépendant d'eux, comme pour le web, c'est pas mal. Donc c'est pas mal, on gagne du temps avec ça. À titre informatif, je rejoins tout un tas de références que j'ai utilisées pour faire ces slides à la fin. Les slides, vous les retrouverez sur SlideShare, sur Google Drive. Je regarde le temps, j'allais vous faire une mini démo vite fait d'un service worker de cache, mais je crois qu'on va être un peu short au niveau du temps. Donc on va se calmer. Je vous fournirai le code, de toute façon le code, il doit être sur GitLab, hein, je l'ai foutu dans un coin. Vous irez chercher le truc, c'est rigolo, en fait vous avez juste une démo, il y a même une explication dedans. Vous avez juste un service worker à activer, désactiver, vous lui changez son nom. Et en fait, de toute façon, je mettrai les slides dans le meetup à FUP. Hein. Donc, tu arrives de loin ou pas, code? T'es trop loin. Je voudrais le mettre plus gros encore. Donc voilà, et puis grosso modo, c'est tout. Je ne sais pas si j'étais très clair et très fastidieux, parce qu'après, il faut aller vraiment plonger le nez dans le JavaScript pour s'en sortir un peu plus. Ça fait pas mal de boulot quand même, surtout si ça fait pas longtemps que vous n'avez pas foutu de JavaScript dessus. J'ai mis du temps à trouver des présentations qui parlent de ça en étant juste sur le JavaScript vanilla, natif, qui vous dit juste ça c'est les API, elles sont censées être standards et elles le sont à peu près. Aujourd'hui c'est pas gagné pour tout le monde, mais les autres rattrapent. C'est pas un problème de défaut de on dit moi je vais faire ça, moi je vais faire ça, etc. C'est pas comme le temps de IE6.7 contre le reste du monde. Enfin, voilà, c'est vraiment normalement standard. Et puis si vous êtes déjà expert JavaScript, vous en mettez la dose. Ben, vous connaissez déjà tout, donc bon courage. Limite tout ça c'était pour rien. Merci. Tu peux couper l'enregistrement aussi.